Pascal. Allez, go. Attends, là c'est parti là. Oui, c'est bon. Tout est lancé. Attends, tu me mets le doute maintenant. C'est Oui. Je fais un truc ou deux. Là, Ok. on est sur du direct là. On est sur du direct. Le but. On va répondre aujourd'hui à 3 questions que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas la réponse. Je vais vous demander un premier exercice difficile. Si vous deviez vous décrire en une phrase. Cyril, en une phrase. Et là, c'est parti. Je suis un monsieur. Non, non, mais pas ardoise. C'est après. C'est avec les premières questions. Ah là, ça y est, comme ça là, comme ça. Oh ah ouais, mais c'est super difficile là, c'est sûr. Oui, c'est dur. C'est très dur. Je sais. Moi, je peux y aller, je sais direct. Vas-y. Je suis obstiné. Genre vraiment, quand j'ai un truc en tête, impossible de lâcher. Ok, donc ça, c'est ta qualité première. Ah, ça peut être autant une qualité qu'un défaut, par contre. Parce que si tu penches dans quelque chose de mauvais et que tu y vas à fond, bon, Et là, on le voit avec ton nouveau projet, mais c'est clair. non, c'est une bonne idée. Non, oui, t'es C'est une bonne obstiné. idée, mais ouais, des T'es fois, il y a des obstiné trucs qui... autant dans voilà, le haut niveau exactement. que dans ton projet actuel. Ah, et puis du coup, c'est dur, tu vois, de sortir. Ouais, t'es dans ta mauvaise idée, là, tu perdures. Bon, et Jérém Yelloré, meilleur sprinter français actuel. Et Cyril Carré, meilleur Miller Meilleur français de tous les temps. Tu peux dire ça ou pas? Un jour. Un jour. J'ai été, en tout cas, j'ai été pendant un moment meilleur en 1000 et après, ça sera à mes pairs de qualifier si j'étais le meilleur français en 1000 de tous Ah, les tu temps. l'étais, si. Et, mais moi, un des adjectifs, c'est assez proche de toi, c'est perfectionniste. Je crois que vous auriez pas pu mieux vous décrire, enfin l'un et l'autre, quoi. Perfectionniste, je pense que ça, personne te contredira là-dessus. Et obstiné, Jérém, c'est pas mal du tout. Ouais. Très bien. C'est très bien pour lancer ça. Fallait juste que j'introduise un peu parce qu'on m'a dit que je présentais pas mes invités, c'est vrai. Donc, 2 kayakistes tout de même. Et plutôt des profils différents. Ouais. J'explique le concept. Il y a des questions dans ce bol. On va chacun en piocher une. Et ensuite, on prend un petit temps de réflexion d'abord pour répondre soi-même à la question avec un mot ou une phrase sur l'ardoise. Et ensuite, on se monte les ardoises et on en parle. Pourquoi on fait ça? Pour éviter que... déjà pour avoir un temps un peu pour réfléchir avant qu'il y en ait un qui prenne la parole. Et aussi pour pas influencer, en général, le premier qui prend la parole, il influence potentiellement la réponse. Donc là, l'idée, c'est on réfléchit avec nous-mêmes dans un premier temps, avec le mot ou la phrase qu'on a envie de garder de cette question. Et ensuite, on développe ensemble une fois qu'on a retourné les ardoises. J'ai pioché. T'as pioché. Et je le montre à la caméra? Tu peux le lire sinon à la caméra. Qu'est-ce qui est le plus dur dans le haut niveau? On doit le montrer à nous-mêmes. On doit tout rester sur régularité, longévité. Déjà. Moi, les plus grosses difficultés, c'est en effet, j'ai toujours considéré en fait que le projet, c'était avant tout mon projet, et surtout dans un milieu qui est pas ou très peu professionnel comme le nôtre. Du coup, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les gens qui voulaient décider pour moi. Et qui ont décidé pour moi, que ce soit au niveau des entraîneurs, des sélectionneurs, de la fédération. Alors, des fois, ils investissent sur nous. Et donc, on leur doit quelque chose. Mais pour moi, c'était très compliqué, en fait, et en plus, j'étais très autonome de créer le projet et parfois de commencer la saison au mois de septembre après la saison suivante, d'avoir déjà tout réfléchi et déjà posé les bases et que derrière il y a des personnes qui viennent un peu perturber ça en disant bah non ce sera comme ci, comme ça, comme ça. Alors, et des fois c'est 2-3 mois après avec des périodes de latence comme on peut avoir souvent dans notre système. Et puis les choix, parfois tout bêtement, des fois les besoins qu'on peut avoir à l'entraînement ou dans un équipage quand on s'entraîne, et puis l'entraîneur qui va en décider autrement alors qu'on sent qu'on a besoin de certaines choses comme ça. Tu as l'impression que le pourcentage de décisions que tu prenais toi-même
et qui était prise pour toi, c'est quoi? Ah, ça, non, j'arriverai pas à mettre un pourcentage, mais de toute manière, beaucoup trop. Beaucoup trop, je trouve que ça interférait beaucoup trop et j'ai l'impression que des fois, c'était des freins qui nous étaient mis et qu'on pouvait avancer vraiment beaucoup plus vite, quoi. Mais c'est marrant parce que pour en avoir parlé avec toi, c'est paradoxal parce que ce qui compte pour toi au niveau est ce que tu préférais, si tu m'as dit si je me trompe, mais c'était partager justement Oui. avec les personnes dans ton projet. Oui, bien Et du coup, c'était important pour toi qu'il y ait certaines personnes, alors c'est pas le bon mot interfère, mais qui contribuent, qui partagent, qui soient impliquées dans ton projet, et Ouais. tu prenais beaucoup en Ouais. compte leur avis. Oui. Mais par contre, à l'inverse, il y a des personnes en qui peut-être tu n'avais pas confiance, qui décidaient, donc qui interféraient négativement. Ouais. Et donc C'est pas paradoxal. Ok. C'est pas paradoxal parce que les personnes avec qui je me suis entouré, je les ai choisies pour aussi le côté de pouvoir échanger, enfin les possibilités d'échange et les possibilités de travailler ensemble. Et donc, même si, comment dire, des fois je pouvais ne pas être d'accord, un entraîneur il peut nous dire des choses qui sont euh, blessante, mais après réflexion, où on dit rien, et puis on réfléchit, et puis oui, en effet, il a raison, et on en reparle, et on réadapte, mais c'est la construction ensemble, le partage c'est la construction ensemble. Le partage, pour moi, c'est avec un entraîneur, c'est pas je délègue tout à un entraîneur, et puis... Non, mais je comprends ce que tu dis parce que j'ai l'impression qu'il y a certains choix que j'ai pas décidés et qui ont été pris pour moi, mais quand même, j'ai essayé au maximum de d'avoir des décisions, enfin de Bien sûr. prendre le maximum de décisions que j'étais en mesure de prendre et de pas laisser le lieu où je m'entraîne. Alors les lieux de stage, c'est pas forcément mais la personne avec qui je m'entraîne, bon, ça c'est pas toujours non plus, mais au maximum, j'essaye d'avoir que je sois maître de ma carrière, de ma saison. Autant je suis complètement d'accord avec toi sur cet aspect-là, autant sur le premier truc que tu avais dit, ça, tu es obligé de le subir, tu as toutes les sélections, etc. Tout ça, c'est quelque chose que tu subis, mais par contre, sur le côté entraîneur, si tu sens que tu as besoin de quelque chose, pour moi, il n'y a pas de débat possible. En fait, c'est l'athlète qui ressent, s'il en ressent le besoin, l'entraîneur, il peut l'aiguiller, il peut essayer de lui apporter des arguments scientifiques, etc. Après, par contre, de toute manière, même si la science est avec toi ou pas, et la science, elle vaut ce qu'elle vaut, euh, le ressenti de l'athlète prime. Et s'il fait quelque chose qu'il ne veut pas, il le fera mal. Donc, Mais ça, c'est la théorie, et en pratique, ça se passe pas forcément tout le temps comme ça, sur les stages. moi, ça dépend pour quel athlète. Hein. Bah non, tu décides pas. Jérém, je Ou pense que alors, c'est le bon ouais. exemple de je fais ce Moi, que j'en je ai veux sur les absolument rien séances. à faire. Hein. Tu peux me dire ce que Mais tu veux en peut-être c'est stage, parce que là. tu fais pas d'équipage aussi. Cyril, il a beaucoup été en équipage. Mais l'équipage, c'est différent parce que ça, pour moi, tu vois avec tes équipiers. Je te souhaite de vivre l'équipe et tu verras que c'est peut-être pas si. Ah, j'ai déjà fait quand même beaucoup d'équipages, hein, des compètes en équipage, etc. Mais pour moi, la décision, elle se prend entre équipiers. Et là, pour le coup, tu vois, tu fais partie, tu es 25% du bateau, si tu es dans un K4 par exemple. Donc les décisions, elles se prennent à 4 personnes et tu représentes 25%. Non, l'entraîneur, il interfère. Mais dans un groupe, peut-être que l'entraîneur peut interférer, tu vois, dans un équipage. Par contre, je suis vachement d'accord avec toi sur la théorie. C'est-à-dire, je suis hyper d'accord avec toi sur un équipage. Il n'y a pas d'un équipier qui parle tout seul à l'entraîneur sans référer aux autres équipiers. Ou alors, il parle tout seul et après, on en parle tous ensemble. Mais voilà, je suis plutôt assez d'accord là-dessus, en tout cas. Ouais, mais du coup, moi, ce que j'essaie de te dire, c'est que tu vois, si tu as, je sais pas, 75% de l'équipage qui veut une décision, aujourd'hui, c'est séance de B2, ah non, moi, je préférais faire du lactique ou tu vois, je te dis un truc. Euh, peu importe ce que pense l'entraîneur, l'équipage prime. Ouais, mais après, la technique, tu vois, c'est aussi des choses, on peut ne pas être d'accord et l'entraîneur, il peut te diriger. Enfin, là, tu parles de... L'entraîneur peut driver, mais t'as quand même, si tu as 3 personnes sur les 4 qui veulent quelque chose, Ouais, mais tu c'est peux pas pas. toujours ça, hein. Techniquement, on n'est pas forcément d'accord dans un équipage et il peut y avoir 50% du bateau qui pense un point ou même dans le choix des places dans un équipage Là, ou après, dans comment on gère la saison. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... c'est à l'intelligence des équipiers de tester, de voir ce qui fonctionne. Mais en soi, je suis d'accord avec toi, c'est qu'on est maître de nos actions, mais des fois, c'est
tu rentres dans une balance où ça peut être très coûteux de devoir, entre guillemets, aller à l'encontre, j'allais dire se battre, c'est un peu fort, mais aller à l'encontre de personnes qui veulent autre chose, quoi. Et donc, tu rentres dans une balance. Quand je parle de ça, les personnes qui interfèrent, et tu dis, enfin, en fait, c'est aussi mon côté perfectionniste où toi, tu dis, voilà, c'est ça, tu dis qu'il faut maîtriser un maximum de ce qu'on peut, et je suis d'accord avec toi. Mais mon côté perfectionniste veut maîtriser tout. Maîtriser tout, ça ne veut pas dire que je ne délègue pas à des personnes, que je ne fais pas confiance à mes équipiers, à mes entraîneurs. Est-ce que tu as trouvé une solution dans ta carrière pour essayer de diminuer cette difficulté ou pas forcément? Ouais, Ou qu'est-ce qui a fonctionné? Par exemple, si tu avais un entraîneur qui te disait quelque chose dans lequel tu ne croyais pas et que tu as quand même essayé, est-ce que ça a fonctionné ou pas? Est-ce que tu es arrivé au résultat que tu espérais en faisant quelque chose auquel tu ne pensais pas, mais que quelqu'un te disait essaie de. Des fois, je me trompais, oui, et puis faut essayer. Et en fait, justement, c'est marrant, enfin, ce qui est marrant, c'est que j'ai aussi une longue carrière et que j'ai pu voir aussi ma mentalité, ma manière de voir les choses qui a évolué, qui a été comme ça, et enfin, qui a vraiment évolué. Et il y a des fois, en fait, je dirais, il faut être globalement euh, hyper ouvert, en fait. Il faut être hyper humble et hyper ouvert. Dans le sens où hyper humble on n'a pas la solution. On a une solution, on a eu une solution à un moment donné. Et donc, du coup, quand tu as compris ça ou tu as intégré ça, tu te permets d'être ouvert à toutes les possibilités. Et donc, d'accueillir une hypothèse en disant, OK, peut-être là, j'y crois pas, mais pourquoi pas? Ou peut-être j'y crois pas parce que j'ai déjà testé et c'est sûr, pour moi, ça ne convient pas. Pour un autre, pour toi, ouais, peut-être. Moi, je pense que ça, mais par contre, il faut avoir un juste milieu quand même. Parce que si tu es trop dans le je suis ouvert et j'écoute tout, etc. en permanence, t'en sors jamais de ça, tu vois. Non, ça veut pas dire qu'il faut tout faire. Un jour, tu fais quelque chose, ensuite, tu croises une personne qui te dit de faire autre chose. Ah ben, je vais essayer. Tu peux pas te permettre de tout essayer non plus, je pense. Non. Il y a un moment, il faut que tu saches ce qui fonctionne pour toi et t'y plonger, quoi. Mais Après, une pour phase, ça, par il faut contre, de de la réflexion. confiance et du coup un peu d'expérience aussi, tu vois. Là, on dit ça parce que ça fait des années aussi qu'on est dans le haut niveau, mais quelqu'un de jeune qui entre dans le haut niveau, il est plus malléable et à la fois, il a tout à apprendre aussi. C'est plus avec les années, je pense que tu es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Après, c'est toujours, comme tu dis, des hypothèses, puisque il y a toujours ce doute et puis cette question de timing, quelque chose qui est bon pour toi sur une saison, ça va pas forcément être la même la saison suivante. Et Ça ben, tu vois, évolue. bizarrement, par exemple, les jeunes, tu dis, sont plus malléables. Et ben moi, je trouve qu'ils sont ils sont moins ouverts. Que tu se rendes de stage avec les dessins. Non, mais non, pas, non, non, c'est une globalité. Ah ouais. Tu veux dire plus sur deux, c'est une qualité ou un défaut? Non, plutôt un défaut. C'est que, en gros, tu te rends compte des fois que dans l'entraînement, comme il n'y a pas qu'une vérité, quand tu es jeune, tu penses à une vérité. Et donc tu suis religieusement quelque chose. Une recette. Et en fait, quand tu vois tout ce qui existe, je suis entraîné avec des Espagnols, des Biélorusses, des Portugais, tu dis, ah, bah, en fait, il n'y a pas qu'une seule manière. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut trouver ta recette à toi, celle qui fonctionne. Il faut arriver à se connaître suffisamment bien pour savoir ce qui fonctionne le mieux et ensuite rester ouvert d'esprit pour accueillir certaines choses et tenter des choses nouvelles, mais en restant connecté à ce qu'on connaît de nous et ce qui fonctionne pour nous, quoi. Ouais. Mais et tu vois, moi, je pouvais être dans cet état d'esprit un petit peu le jeune qui pense par lui-même et tu sais, qui fait son truc, quoi. Et ça, je l'étais genre en junior, tu vois, je suis arrivé au Pôle Espoir, l'entraîneur qui essaie d'imposer quelque chose, tu sais, moi, ça passait pas, tu vois. Je faisais mon truc, j'avais envie de faire de la muscu et pas du bateau, je faisais de la muscu. L'entraîneur qui venait me demander, enfin me dire, mais là, qu'est-ce que tu fais, prends ton bateau et tout. Je fais, ah, non, là, tu vois, je muscu, je fais muscu. Ah ouais, c'est marrant Moi, je parce pouvais que vraiment être vraiment, comme moi, ça. c'est l'inverse. Et pour autant, tu vois, je pense qu'en fait, ça, ça peut être un. En fait, t'apprends plus vite à te connaître en ayant cette démarche-là, tu vois. De conviction. Ouais. Et t'apprends plus vite à te faire confiance. Et tu vois, s'il n'y a pas qu'une recette, je pense que c'est pas nécessairement mauvais qu'un jeune pense par.
pense par lui-même, etc. Et je suis d'accord aussi avec toi. Mais je suis d'accord qu'en fait, il faut des convictions, une ligne directrice. Enfin, quand tu as des convictions et que tu vas vers l'avant, et bah, que tu construis ton projet. Ouais. Si tu veux pas dévier de la planification, mais qu'en fait tu es en retrait et que tu es suiveur, c'est pas la même chose que tu construis ton projet avec des convictions qui sont bonnes, fausses, peu importe, Ouais. mais de la détermination. Tant En fait, l'entraînement, tu Mais vois. ce débat, il est un peu passionnant entre se faire confiance, se connaître mieux que personne, suivre sa voie et à la fois être capable de faire un pas de côté et Ouais. d'écouter ce qu'on nous dit pour essayer Ouais. autre chose. Parce qu'il y a des dangers dans les deux. Il y a Ouais. des dangers dans être trop malléable, tout essayer parce qu'on peut se perdre. Et il y a des dangers dans être archi sûr de soi, être convaincu d'un truc et pas être capable d'aller voir ailleurs aussi, quoi. Donc les deux, c'est un jeu, un équilibre. Et à la fois, c'est important d'être en confiance et à la fois, c'est important d'être humble et ouvert d'esprit, quoi. ouais. Mais Je pense que tu progresses plus vite quand tu es confiant dans ton projet que tu fais et par contre que tu as la capacité de ah il m'a dit ça, même si sur le coup tu vois tu peux l'avoir réfuté sur ta séance, le soir ça te travaille, tu le Ouais, mais penses. j'ai un peu des contre-exemples des jeunes qui sont hyper costauds et bien développés et qui vont perfer très tôt et se dire c'est bon, j'ai ma recette. Et après, quand par contre, il faut travailler, découvrir autre chose, et bah, ça a été un peu C'est un. là tu fais un super parallèle avec régularité Vas-y, longévité. parce que là, on a attaqué très fort, mais Ouais. vas-y, Jérôme. Alors moi j'ai mis ça, alors je suis pas du tout dans. donc la question qui était qu'est-ce qui est le plus dur dans le haut niveau hein Qu'est-ce qui est le plus dur dans le haut niveau? Régularité et longévité. Je suis pas encore moi dans le longévité, hein, j'ai 27 ans. Mais par contre, je m'aperçois que quand même, enfin, et même c'est pas parce que je suis pas encore dans dans certains sports, 27 ans c'est déjà vieux. En canoë kayak c'est pas vieux. Euh, mais par contre, là où je m'aperçois que c'est vraiment difficile, c'est que tu peux perfer si tu es fait pour perfer. Tu peux perfer très tôt jeune. Le faire dans la durée, avec tout ce que ça implique, tu vois, toutes les concessions que tu fais, enfin, c'est pas des concessions, c'est plus des choix que tu fais. Et tenir ça sur la durée, où nous on a des carrières qui peuvent aller 35 ans, voire même plus, 42 ans pour max. Là, je trouve que ça, c'est réellement dur. Être dans son projet, ne pas dévier et pendant des années tu vas avoir le même rythme, Donc la même vie. ouais, la régularité Ouais. du rythme d'entraînement, de Parfait. l'intensité, Parfait tout le temps, chaque année, tu es là, de rester motivé, de rester. ça peut être très facile de perfer quand tu es jeune et que tu es fait pour ça, ou genre à 18 ans ou 20 ans. Et par contre, de tenir dans ce sport et garder, parce que nous, on a un sport où on peut vraiment avoir des longues carrières, ça, c'est dur, je trouve. et tu sais comment t'as des idées comment faire La passion. Et après, ça dépend aussi de tes motivations. Plus tu as des motivations profondes, intrinsèques, plus tu vas être en capacité d'assumer tu vois, les difficultés. Tu en parlais tout à l'heure, tu tapes une sélection où tu la comprends pas, tu es en désaccord avec. C'est pas pour autant que tu vas arrêter l'entraînement, le sport, parce que tu en as besoin intrinsèquement. T'es pas là uniquement pour faire de la perf ou quoi, tu as des motivations bien plus profondes que. Et donc ça te permet de durer. Ouais, Et après, tu aimes ton sport. la passion, c'est clair. Moi, je pense, en tout cas pour moi, c'est passion et savoir se renouveler. Deux choses. Des fois, c'est pas grand-chose, hein, mais la passion, c'est le premier. Ouais, oui, tu tiens pas sans. L'étincelle qui te fait te projeter sur des trucs. Mais tu sais, la capacité aussi à être passionné pendant longtemps, ça c'est une qualité que tu dois avoir quand tu es kayakiste. Enfin, après, ça dépend de ton projet, hein. Tu peux très bien aussi vouloir perfer 25 ans et hop, après je finis, je me replonge dans les études à fond, je fais un autre truc. Ouais. Enfin, chacun a son bout de chemin. Mais moi, ce que je trouve vraiment impressionnant, ouais, c'est les mecs en kayak, t'en as tellement t'es en inter, les reux, les trucs. Comment tu sais, ils ont passé 20 ans, 25 ans de leur vie à se battre au meilleur niveau, à faire des. Enfin, Tu penses que tu continueras le kayak après la compète? Parce que la passion est forte. sur 100%. Kayak, oui. Tous les jours, non. Mais par contre, du sport à haute intensité, ça tout le temps, ouais. Mais je suis trop attiré par d'autres sports aussi. Donc je pense qu'il y a un moment. Enfin, j'adore le kayak, mais il y a certains sports qui m'intéressent. Et toi, Cyril, ta passion pour le kayak, elle est intacte? Ou elle a été abîmée par une carrière de haut niveau? Oh non, elle est intacte. Mais comme vient de dire Jérém, bah, du coup, je suis
Moi, je suis retraité depuis quelques mois. J'ai remis sous le mois parce que je fais une séance de sport par jour. J'appelle plus ça entraînement. Enfin, de temps en temps, mais et j'adore me déchirer. Et j'ai mis un mois et demi avant de remonter dans un bateau. En fait, c'est cool, ça glisse bien. Et j'aime le kayak et j'ai envie de le découvrir sous d'autres facettes. Là, je viens de sortir d'un stage où j'ai été accepté avec le collectif France de descente. C'était trop cool. Et j'adore ces moments de partage. J'adore découvrir une nouvelle discipline. Donc, oh non, j'adore le kayak, ouais, toujours. Ma réponse, moi, dans ce qui est le plus dur pendant le haut niveau, pour moi, c'est la fatigue. Et en fait, je pense que là, je m'entraîne moins qu'avant. Et je vois vraiment la différence en termes d'énergie. Je me rends compte à quel point j'étais toujours sous un fond de fatigue latent, physique, mental, permanent, qui quand même m'empêchait, déjà qui pouvait me mettre vraiment de mauvaise humeur, je me rends compte, vraiment, et sur du long terme. Et, et qui développait pas du tout ma créativité, mes idées pour d'autres projets, en fait, qui m'empêchait ça. Et à la fois la fatigue physique de poids, je me réveille le matin, il faut que j'assume une nouvelle journée et vivement ce soir que je me couche. Et à la fois la fatigue mentale de gérer des émotions fortes. Euh, le fait que ce soit hyper important que je réussisse mes séances, et ça a amené un peu tout était dirigé vers la perf, vers bien récupérer, bien m'entraîner, bien manger, bien. Et en fait, j'étais tout le temps sous fond de fatigue, ce qui pouvait me rendre vraiment irritable. Et là, le fait de baisser, je prends énormément de plaisir en ce moment dans notre prog, à m'entraîner que 2 fois par jour, à avoir du temps pour développer mes autres projets, à avoir des idées à la minute, en fait, une énergie nouvelle que j'avais pas du tout quand j'enchaînais, quand il fallait faire 3 entraînements par jour et que j'étais pas dans ma prog ou dans ma zone, que tout était dur en fait. Et que j'avais un peu l'impression de subir le volume d'entraînement, la charge, de tout mener de front, ça me semblait insurmontable. Aujourd'hui, je pense que j'aurais du mal à retourner là-dedans. Et par contre, je prends énormément de plaisir à m'entraîner, à passer du temps sur l'eau, à mettre des déchires, mais en sachant que je garde un fond d'énergie. Et ça me change la vie. Moi, ça me fait rire quand tu vois, on entend. Je prends énormément de plaisir à faire que 2 entraînements par jour. 2 entraînements par jour dans la quasi-totalité des sports, c'est la norme, tu vois. Et moi, ça me fait rire parce que je le voyais, tu vois, quand j'étais à l'INSEP, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que c'est que ça? Nous, dans nos stages, on s'entraîne 3 à 4 fois par jour. Personne ne fait ça, tu vois, dans nos sports. Il y a peut-être d'autres sports où tu as peut-être un athlète qui le fait, mais pas tout un collectif, pas toute l'équipe de France qui s'entraîne avec ce tel volume. Et après, c'est normal aussi que tu vois, ça t'impacte dans ta vie de tous les jours, parce que ton cerveau, pour fonctionner, si tu as des projets que ça doit fuser là-haut, il a besoin de calories, tu vois. Toi, tu as tout cramé, tu as fait tes 4 séances, tu rentres, tu es lessivé. Bah oui, tu peux pas. Et après, ouais, l'autre question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment très pertinent d'être dans la lutte tout le temps, sachant que nous, on est quand même un sport de haute intensité. D'un 500 mètres, tu vois, c'est une 40, 2 minutes max, ça reste des efforts courts. Est-ce qu'on a besoin de faire 4 entraînements par jour? Tu vois, ça, c'est toute une question. Il y a des sports où tu vois, par exemple, le judo, quoi, c'est 5 minutes d'efforts de combat, des fois plus même, quand tu pars au Golden Score. Les volumes, ils sont pas du tout comme les nôtres, hein. Les volumes d'entraînement, c'est pas 4 séances Je par pense qu'il jour. faut comparer avec des sports très similaires aux nôtres, comme natation, aviron, athlé, qu'est-ce qu'on aurait dans le même genre, enfin de ce genre-là. Mais pareil, il y a tout, tu vois. C'est comme ça, tout à l'heure, je disais que la science elle était pas fixe, elle était pas figée. Et est-ce qu'on est arrivé au bout, tu vois? Est-ce que dans 20 ans, on pensera pas complètement Et en fait, différemment? au-delà de notre sport aussi, je me demande si c'est pas ça individuel. Si en fait, il y en a qui sont capables d'enchaîner des gros volumes et d'être bien, et que moi, ça me coûte plus que autre chose en fait. Alors, je sais pas, j'ai un gros doute sur le fait que je sois capable de perfer en ce moment, en ayant diminué de moitié ma charge d'entraînement et en étant dispersée sur plein d'autres projets. Clairement, je vais peut-être me manger un gros mur et c'est probable. Et voilà, ce sera comme ça.
mais je me pose toujours cette question de est-ce que au sein d'un même sport avec un même effort, il faut pas plus prendre en compte aussi ses forces et ses qualités et avoir un entraînement potentiellement un peu différent? Bah, est-ce qu'on est capable en fait d'assumer chacun les mêmes volumes? Moi, je suis assez persuadé que dans nos disciplines, je parle pas du 200 mètres, vraiment, moi je sais pas. Mais sur le 500 et 1000 mètres, je suis assez convaincu et je reste ouvert à d'autres trucs, mais qu'il faut beaucoup de volume. Mais est-ce que chaque individu dans le monde est capable d'assumer ces mêmes volumes? Bah, sûrement que non, hein. Sûrement que non. Et donc le tout, c'est optimiser euh, chaque athlète pour qu'il soit bon. Mais est-ce que chacun peut aller faire des médailles? Mais pour moi, le volume est à dissocier complètement de la perf, hein, par contre. Tu vois, c'est pas parce que tu t'entraînes beaucoup que tu vas réussir. Alors peut-être que je le vois parce que moi je fais du 200 mètres et que c'est 35 secondes d'effort, etc. Mais je pense que c'est pour du 1 minute 35 pour les hommes en 15-500 d'effort. On peut se situer dans la même. Et tu vois, donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, quand je te disais que on peut aller regarder ce qui se fait dans les sports à droite à gauche, natation, athlé, ils font deux choses complètement antagonistes. Tu vois, l'athlète, ils ont absolument aucun volume. En entraînement, c'est pas du tout comme nous. Il y a plein de facteurs qui font que l'athlète n'a pas pas de volume. Ouais. Non, mais des disciplines qui ont des temps d'effort similaires, enfin plus ou moins similaires aux nôtres. Ils ont beaucoup moins de volume que nous. Peut-être que leur sport est plus traumatisant, donc ça engendre le peu de volume. La natation, il y a encore moins de chocs qu'en kayak, etc. Pareil, hein, sur la musculation, c'est bien moins impactant. Peut-être que nous, on se trouve dans le milieu, mais je pense qu'on n'est pas du tout au milieu. Tu vois, Ouais. ce qui se passe chez les rameurs, là, quand je discutais avec le pôle, c'était l'entraîneur du pôle, du pôle Espoir, du coup aussi du pôle France, il disait que ces athlètes seniors tournaient sur du 15 heures par semaine en moyenne. Ils font du 2000 mètres, 7 minutes d'effort. Cyril, il a halluciné. On va pas parler trop technique là, Ouais. mais on en parlera hors caméra. Cyril, il a halluciné qu'on soit là à 12 heures d'entraînement. En fait, moi On je en pense parle qu'il après. faut comparer en fait la planification de gens qui sont médaillés et pas de ce que font certaines disciplines qui font des performances honorables, mais nous on veut tendre vers, enfin tout le monde veut tendre vers des médailles. Et quand on parle ici, quand on parle de haut niveau, c'est pour tendre vers des médailles. Donc il vaut mieux prendre exemple sur des gens qui ont été médaillés que peut-être Tout exemple n'est pas bon à prendre, hein. On n'est pas dans un monde de bisounours, hein. Tu peux aller voir ce que font les Hongrois, mais tu n'arriveras pas à taper. Va voir ce que font les Hongrois, tu n'arriveras pas à taper leur volume. Tu n'arriveras pas à taper leur perf parce que bah, ils prennent autre chose que toi. Donc pour moi, tu peux pas prendre en exemple des gens qui font des médailles. Bah, ils se dopent quoi. Donc tu peux pas aller te dire. Enfin, tu vois, bon, là, peut-être tu couperas ça au montage, j'en sais rien. Mais pour moi, tu peux vraiment pas te dire que tu vois un mec, enfin les Hongrois se sont chopés, les mecs qui arrivent et qui perfent et qui reviennent et qui font des médailles. Bah non, regarde pas comment ils s'entraînent, tu vois, c'est pas possible, tu peux pas le faire. Et pour moi, on a ces gens-là comme exemple. Et ça, c'est. Ouais, c'est vraiment des. On a pas mal de gens en exemple. En plus, moi, je connais pas leur planif, hein, en hongrois. Ah, je pense qu'ils sont beaucoup de volume. Ouais, mais on pense. Ah non, mais quand tu les vois en stage, enfin, Bah ouais, mais c'est faisable. Deuxième question. je pourrais en reparler en. Oui. C'est quoi pour toi le flow? C'est bien ça? C'est quoi pour toi le flow? Faut répondre sur le truc que j'avais déjà oublié. On est bon? Ouais. Tu vois, ça a été vite notre réflexion là. État de grâce où chaque action est facile à effectuer. Grave. Concentration extrême. Et moi, j'ai mis un état magique. Et ça, c'est les mots qui me viennent quand je suis dans cet état inarrêtable, super puissante. Et tout est fluide, facile. Tout est aligné.
moi, quand je parle de flow, j'ai 2 moments qui me viennent en tête particulièrement. Un, le plus récent, c'est en K1 en Australie l'année dernière, sur une séance, de B1, B1+ peut-être, mais où, je galérais les semaines d'avant dans mon bateau et là, d'un coup, en fait, je l'explique pas non plus. Il y a pas de bouton magique pour le flow. Je rêverais de pouvoir l'activer, au besoin, mais il y a pas de bouton magique. Après, on l'a travaillé avec, Boris, mon préparateur mental. Il y a des éléments qui peuvent faciliter la mise en place, en tout cas l'arrivée du flow. Mais ce moment en Australie où en fait, je suis à la fois hyper dans l'instant présent et à la fois mon cerveau, il va se raconter plein de choses, pas forcément de où je suis, mais par contre mon corps fait tout seul et tout parfaitement bien et je peux pagayer des heures sans sentir la fatigue, sans sentir le et le deuxième moment auquel je pense, c'est en K4 en Guadeloupe, pareil. Je voulais pas que le coach il dise le hop, tellement j'étais, trop bien et que je me sentais, ouais, inarrêtable, parfaitement connectée à mes coéquipières, à mes sensations et c'est un état vraiment où tu te dis: «Mais là, il y a rien qui peut m'arriver, quoi». Ouais. Mais je crois que je l'ai jamais vécu en course. Moi, j'ai marqué état de grâce où chaque action est facile à effectuer. Et quand je l'ai senti, c'était une connexion, pour reprendre ce que tu as marqué, une concentration externe, Extrême. extrême, pour reprendre ce que tu as marqué aussi, inarrêtable. En tout cas, ça me parle parce que quand ça m'arrive, j'ai l'impression que si je veux enclencher une action, j'ai juste à appuyer sur le bouton dans mon cerveau et me dire j'y vais et ça se passe. Euh, toutes les actions que je fais, je peux les analyser, je peux faire une pause dessus, la ralentir, je sens tout ce qui se passe ou parfois je peux décider de ne pas le sentir. En fait, je suis en maîtrise à la fois en dehors de moi, mais à la fois totalement dans ce que je fais et que je peux juste décider de ce que je fais. Ça t'est arrivé souvent? T'as vécu souvent le flow? Ouais, ouais, non, pas souvent, souvent. En tout cas, non, j'en sais rien. Tu Ça m'est compterais quoi, arrivé sur les doigts d'une main ou peut-être de demain. en Mais oui, en course, ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est là où c'est le plus parlant parce que dans la concentration extrême, hein, c'est ça? Ouais. Dans la concentration extrême, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la concentration sur quelque chose. Se concentrer, c'est se concentrer sur des actions. En tout cas, oui, c'est se concentrer sur des actions. Quand tu ne te concentres plus, tu ne te concentres pas sur le résultat, mais sur l'action de ce que tu as à faire. Donc, le premier coup de paillet, après le schéma de course, c'est ça pour moi, c'est se concentrer sur les actions qu'on doit mettre en place. Ça peut être la technique, au premier coup de paillet, ça peut être une intention jusqu'aux 100 mètres, ça peut être euh, une sensation ensuite. Euh, mais par contre, être concentré sur ces trucs que tu as planifié et que être pleinement aucun dans moment. l'instant présent. Hein? Pleinement dans l'instant présent, Ouais. pas dans la projection, vraiment dans ce que tu es en train de vivre à l'instant. Moi, tu vois, je trouve que c'est ça pour le coup, c'est un état qui est super dur à décrire. Et il est super dur à décrire, c'est encore amplifié parce que on sait pas trop ce que c'est. Est-ce que tu es réellement dedans? Est-ce que, en fait, moi j'ai l'impression que c'est rendu possible parce qu'il y a un gros travail en amont qui a été fait sur plein de choses, des aspects techniques, d'automatisation, etc. Et c'est mêlé avec un contexte particulier. Moi j'ai l'impression que c'est justement plus propice en compétition, tu vois. Pour le coup, dit comme ça, moi j'ai l'impression que je le ressens maintenant de plus en plus, quasiment à chaque compétition, tu vois, sur chaque finale, où dès que tu as un enjeu et que j'ai mis concentration extrême, parce qu'en fait c'est un tel niveau de concentration que tu en viens à être uniquement focalisé sur les points qui sont les plus essentiels. Ouais. Et tu oublies énormément d'autres choses, d'autres aspects. Est-ce que tu es en train de souffrir? Est-ce que tu es. Enfin, tu vois. Et donc, je le voyais comme ça, mais je pense que ça, c'est vraiment rendu
c'est uniquement accessible à des personnes qui ont un niveau très élevé dans leur domaine. Et c'est uniquement accessible aussi dans un contexte où tu peux avoir de l'enjeu, tu peux avoir. Ou alors à l'entraînement, quand tu sais, tu arrives à te transcender et vraiment rechercher. Ouais, voilà. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire et ça en vient à une question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pensez qu'on peut vivre le flow en dehors du sport de haut niveau? Ah Est-ce bah que oui, quand on complètement. va arrêter le sport, on va être capable de vivre du flow? Bon, tu vois, moi, la première idée qui vient, je sais pas, j'ai dû une fois voir une interview d'un ancien militaire qui disait que lui, quand il était en opération, ça n'a rien à voir avec le kayak, quand il était en opération, donc sous gros stress, en fait, c'était là la capacité justement des bons commandos d'être complètement dans ce qu'ils font. On oublie les facteurs peur, etc. Donc c'est possible, c'est sûr que c'est possible de le vivre dans d'autres moments. Je pense, je sais pas, t'as un métier extrêmement stressant, tu vois, t'es trader, t'es je sais pas quoi. Il y a un moment où je pense que c'est vraiment, tu rentres dedans par la concentration, tu vois. Moi, j'avais peur de devoir dire adieu à ça, à cette sensation qui est quand même archi magique, mais je l'ai vécu en dehors du sport. Euh, Quand on a organisé nos 30 ans là, avec Margot, j'ai eu un week-end où j'ai pas ressenti la fatigue, où je pouvais être dans le faire, 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 sans jamais avoir besoin de dormir, alors que tout le monde Ça, sait c'est la combien caféine, c'est rien à voir, important hein. pour moi, ouais, c'est ça. Mais un peu effet drogué, Ouais. effet j'ai une telle réserve en énergie qu'elle est inépuisable. Et un autre truc aussi, c'est que des fois, là, sur le projet sur lequel je travaille en ce moment et qui me passionne tellement, je peux passer 1 heure et demie, pas 1 heure et demie, bien plus 1 heure et demie, et une journée entière sans voir le temps passer, tellement je suis dans le truc et que je suis alignée et que je suis en train de faire la bonne chose au bon moment, quoi. Et du coup, ça me rassure un peu sur le fait de revivre. C'est peut-être pas aussi intense que quand la manifestation, elle est physique, quand tu ressens le flow physiquement dans ton corps parce que tu es en train de faire une action. Mais c'est quand même un état qui est hyper agréable, même en dehors du sport, où en fait, tu sais que tu es au bon endroit au bon moment et que tout déroule, quoi. Ah, je pense que tu vois, il y en a qui. Je pense que ça dépend vraiment du niveau que tu as dans ton domaine. Et peut-être que pour nous, c'est plus difficile de le ressentir autrement que dans le sport. C'est parce qu'on a passé notre vie à développer notre corps, à développer notre mental pour de la performance. Mais je pense par exemple, tu vois, une autre image qui m'était venue en tête, c'est un mathématicien qui doit résoudre une équation qui n'a jamais été résolue auparavant, qui se plonge dans son truc. Je pense que lui, il peut travailler des journées sans s'en rendre compte. Et tu vois, à l'intérieur, ça doit fuser. Et je pense il est même peut-être encore plus déconnecté que nous parce que là, c'est le cerveau, le cœur de métier, tu vois. Mais est-ce que c'est du flow, tu vois? Parce que du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais, parce que alors, et toi aussi, tu m'as demandé combien de fois, est-ce que c'est sur les doigts d'une main ou deux, et en fait, je me dis, bah en fait, c'est peut-être beaucoup plus que ça, parce que en fait, je me retrouve aussi dans ce que tu dis par rapport aux compétitions, et en fait, peut-être à beaucoup de compétitions, je suis dans le flow, sans même l'avoir conscientisé, enfin, conscientisé après, parce que en fait on le développe tellement au fur et à mesure des années et que à chaque compétition finalement peut-être cette concentration extrême et ben on la répète et on a nos schémas qui font qu'on retourne dans ce flow et que c'est peut-être moins marquant que quand tu le ressens au tout début. Moi le premier coup je l'ai ressenti fort, je me rappelle c'est une série je sais pas de France Junior et je me dis, je peux tout faire. Et en fait, peut-être que depuis, en fait, enfin, c'est sûr, j'ai fait des courses bien mieux que ça, et que j'étais dans le faux, mais que là, c'était la première fois vraiment où ça m'a marqué. Cette sensation, Ouais. Et peut-être qu'en fait, on a appris à habitué l'expérimenter énormément. Et on a développé quand même ces compétences de pouvoir se concentrer de manière intense sur notre action, ne pas laisser disperser notre esprit à d'autres choses pendant notre course. Donc peut-être, ouais, finalement, on l'expérimente peut-être beaucoup plus souvent que. Ouais, je pense aussi. Après, c'est toujours,
et qu'est-ce que c'est réellement, tu vois? C'est dur à définir, mais moi, tu vois, une autre chose qui vient en tête, c'est, je me rappelle très bien, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, mes premières années de senior, où tu vois, en junior, pareil, les premières fois que j'ai l'impression que sur une course, je peux tout faire. Et sur mes premières années de senior, j'avais l'impression de l'avoir perdu, tu vois. Et donc, l'idée que je me fais, enfin la représentation que j'ai de la quasi-totalité des compétitions que je courais, c'était je les ratais. Et en fait, et je pense que j'étais complètement extérieur à la course. Enfin, tu vois, il y avait trop de trucs qui me sortaient complètement de la course. J'étais pas assez dedans, j'étais pas concentré. Et plus les années ont passé, plus au mieux j'arrivais à me concentrer, au mieux je gérais, tu vois, tout l'aspect confrontation directe avec les autres, etc. Et au plus c'était facile de rentrer dans cet état, et au plus ça devenait difficile de rater des courses, tu vois. Et maintenant je m'en rends compte parce que enfin, c'est devenu de plus en plus rare de rater une course. Et les courses que je suis amené à rater, par exemple là tu vois sur les championnats du monde, je passe, je fais 100 mètres super bien, 100, 150 mètres bien, et d'un coup il y a quelque chose qui ne se passe pas, et là je sors de cet état, et ça c'est aussi un bon moyen de se dire, ah là il y a quelque chose, ça a changé, il y a un changement dans ta course. Et donc là, peut-être que tu peux être amené à te dire, ah oui, effectivement, donc là, ça devrait être ce qu'on appelle l'état de flow ou pas. Donc peut-être, ouais, tu as un moyen de vraiment le ressentir, c'est le fait d'être dans cet état et d'en sortir d'un coup et ah, je suis sorti de mon truc. Et c'est dur après, tu peux pas même te remettre dans cet état-là, tu peux te reconcentrer, repartir, ne rien lâcher, etc. pour repartir dans cet état. Je pense que là, c'est. Ouais, est-ce qu'on l'a toute la course? Hein? C'est trop Ouais. intéressant. Est-ce qu'on l'a toute la course? Je sais pas. Il y a un terme qui me vient, qui peut être associé au flow, mais qui le décrit pas totalement, mais c'est le facile mais dur. C'est un truc que j'emploie. Facile techniquement, tout déroule, mais dur physiquement, parce que c'est quand même du sport, hein. Mais c'est quand Mais même. moi, il y a quand même, quand je suis dans le flow, il y a quand même un truc où physiquement, Ouais. je ressens pas la douleur, pas la fatigue. Je me demande même comment c'est possible en fait. Et ben, ça, enfin, j'ai beaucoup expérimenté, j'ai beaucoup conscientisé. C'est quand tu te concentres sur. Tu peux avoir mal pendant, bah, notamment sur un 1000 mètres. Tu peux avoir mal longtemps au milieu, là, les 500 mètres du milieu, ils font mal longtemps. Et quand tu arrives aux 400 mètres, 400, 500 mètres, moi j'avais les jambes qui brûlaient. Et en fait, c'était un moment qui était court parce qu'il fallait déjà que je me reconcentre. Je me concentre sur ce que j'avais à faire, relancer. Et il fallait que je relance sur les jambes. Et en fait, juste le fait de se concentrer sur l'action permettait euh, d'oublier la douleur. Elle était certainement encore là, mais je l'oubliais parce que j'étais dans l'action. Tu te décentres des sensations pour te remettre sur l'action. Tu descends ton Bah ça, c'est un vrai processus psychologique qui a déjà été étudié plein de fois. Tu sais, c'est comme, je sais pas, tu as une douleur, ça va pas être la même chose si tu fais une activité à côté qu'on vient de passer, ou si tu te concentres, là il va me pincer, je m'y attends, le ressenti de la douleur est pas la même. Et c'est exactement la même chose en sport, tu vois. Plus tu vas être concentré dans ta technique, dans ce que tu dois appliquer, dans ce que tu dois faire dans l'action, moins tu vas ressentir l'aspect brûlure, acidose musculaire, etc. Tu peux être, même dans un état de flow, j'ai l'impression que tu peux ressentir, tu vois, ah là je commence à perdre en capacité de transmission, capacité musculaire, etc. Sans que ça t'impacte réellement parce que tu as complètement briné ton cerveau sur l'aspect douleur, quoi. Ouais, détourné, ouais. Tu détournes l'attention totalement et c'est ça. Tu te focalises pas dessus, quoi. Dernière question. Allez, vas-y. Quel est le plus gros enjeu dans le passage à la vie d'après? On a le droit de faire l'impasse? T'es pas du tout inspiré? Non, c'est pas que je suis pas inspiré, c'est que j'ai pas l'impression qu'il y en ait réellement, tu vois. T'as d'autres passions, quoi, tu fais d'autres trucs, Enfin, moi, je me vois pas uniquement faire que du sport, je me vois complètement plongé dans d'autres univers. Ouais, c'est peut-être ça alors l'enjeu, avoir d'autres passions Oui. pour toi. Ouais, ouais. Mais enfin, ouais, je l'entends pas au sens enjeu, tu vois. Ou peut-être tes peurs, tes craintes, les manques qui pourraient arriver.
Mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Hein. Ouais, franchement, Ce sera pas du tout franchement, j'ai rien. difficile pour toi de passer à ta deuxième vie. Non, j'ai l'impression que j'ai toujours, tu sais, depuis tout petit, enfin, moi pour le coup, tu vois, j'ai commencé le sport intensif très tôt. Tu vois, dans 6-7 ans, mon père, il m'entraînait déjà tous les jours. Je faisais des tests d'aptitude physique tous les 2 jours, tu vois, quand j'étais tout petit. Hein. Donc, parce que c'était un moyen pour lui de me construire, de me développer, tu vois. Mais, et parce qu'il fallait me canaliser aussi à cette époque-là. Peu importe. Mais du coup, en fait, comme j'étais très tôt dans ça, je me suis très vite dit, ah, qu'est-ce que je pourrais faire, tu vois, d'autre? Est-ce que je serais bon à faire quelque chose d'autre? Mais du coup, tu vois, toute la phase d'adolescence, j'y pensais déjà. Et donc, en fait, je me dis, bah oui, enfin, bon, bref, là, je m'écarte complètement. Mais, Non, mais c'est vrai que tu as plein de passions, toi. Tu fais de ouais, la c'est ça. musique, tu fais Mais, du sport, mais pour moi, formes. mais je peux pas concevoir qu'on n'ait pas d'autres passions, tu vois. Enfin, je me dis pas, enfin, tout le monde a d'autres passions, tu vois, non? Mais des passions aussi intenses Ouais. qui te demanderont autant d'énergie T'as plus de temps, ça c'est sûr. et qui t'apporteront autant de gratification, pour D'intensité. lesquelles tu seras aussi valorisé, d'intensité, ouais, aussi. Ouais, ouais. Après, peut-être qu'on n'accorde pas la même importance sur la valorisation. Non, c'est sûr. Enfin, il faut, elle est humaine, mais ouais, tout dépend de. Tu vois, moi, ma Ouais. réponse, c'est ça. Je pense que j'ai besoin. Ça fait 16 ans que je me présente comme sportive de haut niveau. Et en fait, je sais pas encore qui je vais être après, quoi. Comment je vais me définir, me présenter. Ça, c'est un peu mon angoisse. En fait, j'ai l'impression que bientôt, je vais rendre ma carte d'identité de sportive de haut niveau. Et que pour l'instant, je ne sais pas ce qui va être noté sur cette nouvelle carte d'identité. Et que j'ai besoin de trouver quelque chose qui m'anime autant, qui me fasse vibrer autant. Ouais, je crois que c'est ça mon gros enjeu. Il y a plein de trucs hein, qui me font peur. Il y a de perdre le groupe, il y a de voir mon corps changer, il y a de plus partir aux quatre coins du monde m'entraîner, il y a de tomber dans un rythme de vie un peu trop lambda. Mais en fait, le gros enjeu pour moi, c'est de savoir ouais, ce qui va autant m'animer dans ma vie d'après que ce que le haut niveau m'a fait vibrer. Et toi, Sissou? C'est comment continuer à vivre ces émotions intenses, qui est pas si loin que ça. Euh, Après, l'identité, ça se pose comme question. Je pense que je me suis posé, mais c'est les émotions intenses qui font partie d'un projet de très haut niveau qui demande un investissement à 100% à développer, qui est très personnel en plus, hein, ces projets qu'on a en sportif de haut niveau. Et les émotions intenses, mais elles sont à tout niveau. M'en suis beaucoup rendu compte tout le long de ma carrière et j'ai été beaucoup plus attentif l'année dernière parce que je crois que j'avais acté que ça allait être la fin de ma carrière. Et donc du coup, chaque moment, je me disais, mais les stages que j'ai pu faire avec l'équipe, avec les Portugais, c'était nouveau, c'était encore fabuleux. Mais j'ai pas envie de quitter ça. J'ai pas envie de quitter ça. J'ai pas, quand j'étais sur les compétitions, mais là, je m'éclate avec mes équipiers. C'est ce projet qu'on a d'équipage, de construction. J'ai pas envie de quitter ça. Et donc toute la question, c'est comment continuer à partager. Finalement, c'est pourquoi j'ai pas envie de quitter ça. Pour le moment, j'ai une petite réponse. C'est aussi le partage avec du monde, d'aller s'entraîner. Et c'est pour ça que j'aime bien en fait m'inclure avec des groupes, que je continue à mettre des déchires avec le club et avec les descendeurs, que j'ai fait un stage de ski de fond avec un pote. Euh, Ces moments de partage uniques, voilà, ça j'ai envie de continuer à les vivre. Les émotions de construire un projet sportif de très haut niveau, mettre tout en place et d'aller chercher une performance, bah, ça certainement je le ferai plus. D'aller chercher, enfin, le moment où on crée la performance. Pour moi, le chemin est hyper important, sinon en fait on se fait chier. Enfin, dans,
dans tout ce qu'on fait. Si on n'attendait que la performance en elle-même, c'est très, De l'important de ton temps, quoi. c'est hypothétique, hein. Enfin, et donc, mais quand même, quand tu as mis tout ça en place et que au moment, à l'instant T, là, tu passes à une arrivée et tu as fait une performance, il y a encore un truc en plus, quoi, qui est encore décuplé. Et ça, bah, je vais bien le garder dans ma boîte à souvenirs et bien m'en rappeler. Et point d'interrogation sur la suite de ma vie. Est-ce que en fait, je vais enfin, oublier que j'ai besoin de ça, ou peut-être pas un besoin, qu'en fait, il n'y a pas besoin de ça, et que tu peux kiffer vachement différemment. Et pour le moment, je kiffe, hein. Pour le moment, là, je fais des trucs, là, en fait, je me suis éclaté, quoi. Mais c'est certainement différent, c'est différent, mais en tout cas, c'est ces émotions, ouais. En tout cas, je remets le doigt sur le partage et ça, j'aime bien, beaucoup. Et tu me parlais aussi de là, que tu expérimentes, la culpabilité de ne pas t'entraîner 3 fois par jour. Ouais, 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 ouais. Bah, les premières semaines, premiers mois, c'est un peu difficile de changer son rythme où on a été habitué à s'entraîner, ouais, 2, 3 fois par jour et puis de se dire bon, je me maintiens une séance par jour pour la santé, pour rester fit, pour aller quand même jouer des podiums au Championnat de France de vitesse cet été. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où je vais pas, en tout cas, moi maintenant, mais où je vais pas faire 2 entraînements. Je me dis, Il me manque un truc. faut y aller, ou alors, le truc tout con, c'est on est tellement avec la fatigue, en tout cas, euh, faire que son corps soit optimal et tout, à vouloir toujours bien récupérer, tout bien faire. Bah, tu restes dans cette démarche-là, qui est pas trop mal non plus aussi quand même pour la santé. Mais en fait, en réalité, on a moins besoin d'être hyper perfectionniste sur la machine qui est notre corps. Et, et voilà. Donc la culpabilité, petit à petit, ça va, elle disparaît. Euh, Même si des fois, je devrais aller faire 2 entraînements. Moi, je partage complètement ça, hein. Je culpabilise énormément quand je m'entraîne pas 2 fois par jour. Je sais pas toi. Moi, je le fais déjà, tu sais, juste. Alors, pour le coup, j'ai complètement réduit, hein, moi, mon temps d'effort, etc. Même déjà l'année dernière, même quand j'étais dans un vrai objectif où je m'étais dit, bah là, je fais les mondiaux en mono 200, je m'entraîne. euh, c'est extrêmement dur pour moi de ne pas m'entraîner pendant 1 ou 2 jours. Donc, je m'entraîne tous les jours, mais le volume baisse. Et donc, oui, ça, je le ressens même sans être déjà, tu sais, dans la phase où j'ai l'impression que je vais le perdre parce que tu vois, j'ai 27 ans, je peux encore continuer. Mais je ressens déjà la culpabilité, ne serait-ce que s'il y a un jour où je vais pas à l'entraînement donc je peux comprendre. Moi, j'ai trouvé mon truc, tu vois. En fait, c'est le plus grand jeu, je trouve que pour moi personnellement, ça va être de mêler la vie active à la vie, à tes capacités mentales et physiques. Parce que tu vois, là, nous, quand tu es sportif de haut niveau, tu es quand même un peu déconnecté de ce qui se passe dans ta vie active. C'est un choix que tu as fait. Peut-être au niveau de tes études, tu t'es facilité les choses pour t'entraîner un peu plus, ou pour te mettre dans de meilleures conditions. Euh, et tu vois, de rebasculer du coup pleinement dedans en ayant toujours une volonté de, bah, physiquement parlant, tenir la route, mentalement parlant, même chose. Qui dit aussi fin de carrière, dit forcément, tu vois, t'es rentré dans un âge peut-être un peu plus élevé. Enfin, pour la plupart des gens, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, des gens qui ont été en équipe de France. Et du coup, tu vois, bah, ton corps est amené à changer, ouais, tes hormones baissent, donc la motivation, la capacité à endurer un effort intense ou même des difficultés tout court, tu vois, diminuent complètement avec l'âge. Ton physique, bah, voilà, t'es un humain, donc c'est une courbe de Gauss, hein, on croit au début et puis ça finit par. Et donc, tu sais, c'est vraiment réussir à mêler le fait que tu dois être dans la vie active, que tu as beaucoup moins de temps pour t'entraîner, etc. Et que tu es dans la pente descendante de la vie et que tu dois quand même. Enfin, tu as été sportif, tu changeras pas, tu as envie d'être fort, d'être bon
mentalement, physiquement. Ça, je pense que ça peut être très dur à gérer. Ouais. Moi, c'est le truc qui me fait peur. Ouais. Ouais. Ah non, c'est vrai de- d'accepter d'accepter de vieillir et d'être par exemple, je fais pas les France de fond parce que je me vois pas courir en senior si je ne joue pas la gagne. C'est tout con. Je suis pas prêt à faire jouer un classement inférieur. Je me vois pas courir en vétéran. Et voilà. Donc tu cours pas. Donc je cours pas, voilà. Exactement. Ouais. Mais voilà, après, je serai prêt un jour, sûrement. Mais pour le moment, bon, voilà, c'est un peu compliqué tôt. ça. Ouais. Et puis bah, là, quand je m'entraîne et puis je vois que ça va pas si mal que ça, je suis satisfait, je suis content d'être pas si mal en faisant pas beaucoup. C'est une petite forme de satisfaction. Et peut-être que ça viendra du coup petit à petit à accepter que. Si ça peut te consoler, moi j'ai l'impression que moins j'en fais, plus je deviens fort. C'est vraiment, en muscu en tout cas, ça c'est une certitude. Ouais. Et même en bateau, j'ai l'impression que sur du 200 mètres ça fonctionne. Ouais, Et ben l'avenir nous dira en tout cas. ouais. Waouh, C'est c'est une chouette. formidable conclusion, ça. Merci. Beaucoup, les gars. Avec Ouais, plaisir. c'était cool. Merci. C'est cool entre copines. Yes.